Je sais pas si ça aurait un intérêt que je critique le président de la République. Courage. C'est mon combat. Tu viens 1 an dans l'État, tu es payé entre 4 500 euros net et 5 500 euros net par mois. Certains utilisent le terme de grand remplacement tech. Et on a assisté à des scènes Tu dois avoir exceptionnelles des trucs incroyables. où tu as du top 200 de l'État qui débat avec des décideurs de Google. L'intelligence artificielle n'est plus une option. Aujourd'hui, nous allons parler de souveraineté numérique, du grand remplacement tech et évidemment saupoudré de suggestions d'investissement dans ces différents domaines. Je suis François Denis, le cheval de Troie de la finance, ingénieur de formation devenu conseiller en investissement par vocation, investisseur depuis 2009. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, on explore des idées audacieuses et des investissements alternatifs pour les esprits libres et les citoyens non conformistes. Et n'oubliez pas, investir, c'est voter avec son argent. C'est un réel combat politique qui se gagne par l'argent, le nerf de la guerre. Aujourd'hui, je suis avec une femme d'exception, une femme de l'ombre, une femme, d'ailleurs, c'est la première sur cette saison 2025. Je suis avec Fadila. Alors Fadila, en quelques secondes avant de te laisser la parole, merci d'avoir accepté l'invitation. Si je ne me trompe pas, donc tu es conseillère auprès du ministre du Numérique, chef du campus du numérique au gouvernement, enseignante Sciences Po et Business School, réserviste dans la Marine nationale et engagée défense et membre du comité Moyen-Orient. Merci d'être venu. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et également sur ton parcours, s'il te plaît? Merci François. Déjà, merci pour l'invitation. Merci pour cette présentation, tu es bien informé. Effectivement, je suis tout ça ou j'ai été tout ça. Un petit CV. Ouais, j'ai été tout ça. Bon, le numérique, c'est ce que je fais, ça c'est sûr. Le numérique pour le gouvernement, pour l'État, pour le service public. Donc, comme tu as dit, je dirige le campus du numérique public, qui est l'école interne à l'État dédiée aux compétences numériques. C'est une école qui a été créée il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans. En janvier, ça fera 2 ans, avec le constat que les agents publics et les fonctionnaires, il faut les former au numérique, au regard de la transformation qui arrive, au regard des grands enjeux de repositionnement des métiers, de changement de l'environnement de travail des agents publics et aussi du service public qu'on doit rendre, qui doit être beaucoup plus efficace que celui qu'il est, toujours plus. Et donc, on a besoin de faire en sorte que les agents publics aient des compétences numériques. Et le job d'avant, effectivement, j'étais conseillère dans les services du Premier ministre. Okay. Donc, j'étais conseillère à la transformation numérique de l'État. Et mon rôle, c'était de constituer, on va dire, la cellule et l'offre de conseil interne à l'État en stratégie numérique. Donc, je pense que tu as entendu parler de la polémique McKinsey. Tout à fait. Tu étais en plein dedans? Écoute, je suis arrivée un peu avant parce que les services de l'État avaient un peu anticipé, pas cette polémique, mais du moins tout le débat autour du recours au cabinet de conseil. Et donc, ça avait duré longtemps. Ça avait duré longtemps. Ouais. En fait, ça a explosé pendant le Covid. Oui. Et moi, je suis arrivée juste pendant la première vague de confinement parce que le directeur interministériel du numérique de l'époque avait identifié qu'on dépensait beaucoup trop d'argent pour le numérique dans des cabinets de conseil et que parfois, en fait, les projets qu'ils nous apportaient, ou du moins le service qu'ils nous apportait, n'étaient pas au rendez-vous. Et donc, il a voulu réinternaliser la compétence de conseil en stratégie numérique et aller chercher, taper à la porte de consultants qui étaient issus du privé, dont moi. J'étais dans un cabinet qui s'appelle Deloitte avant. Ouais, juste avant, tu étais dans le privé, ok. Exactement, et il a été tapé à la porte de ces différents acteurs, pour venir rejoindre une cellule de conseil interne à l'État. Okay. Donc voilà, ça fait 5 ans que je suis dans l'État, et tu as raison, à côté, j'ai plusieurs engagements, dont des engagements autour des questions de souveraineté, de sécurité, de défense, parce que c'est en fait ma formation initiale porte sur ces sujets. Donc, moi, j'ai fait une licence d'arabe littéraire, un peu d'hébreu, un peu de farsi, parce que je voulais devenir diplomate sur la zone Moyen-Orient. Super. Après, j'ai fait Sciences Po pour travailler sur les questions d'affaires internationales, de relations internationales sur la zone. Tu as quel âge? J'ai 36 ans. Non, j'ai 36 ans. Tu es 89. Oui, exactement. Exactement. Et donc, j'ai fait mes études sur la zone. Et en fait, en terminant mes études,
Après quelques passages au Moyen-Orient aussi, j'ai Mhm. vécu à Damas, Ok. avant les printemps arabes, avant Ouais. l'État islamique, etc. Avec mes différents passages dans la zone, en fait, je me suis dit que la diplomatie n'était pas faite pour moi tout de suite. Donc, Ok. je me suis dit autant. Je suis pas diplomate. C'est pas fait pour moi. Non, D'accord. c'est pas que je ne suis C'est pas pas sous cet diplomate, angle-là. Ok. mais passer un concours et D'accord. m'enfermer dans une trajectoire de carrière publique, après 5 ans d'études à Sciences Po et d'études de langue et de relations internationales, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas goûter à l'entreprise avant de passer un concours. Hmm. Et donc, à la fin de mes Oui, études, ça me semble logique. Ouais. ouais, Ok. je me suis dit, je vais aller en entreprise. Et finalement, l'entreprise m'a plu. Et Mhm. c'est que sur le tard que j'ai rejoint l'État et pas du tout sur de la diplomatie, pas du C'est tout un sur du reproche qu'on fait Moyen-Orient. beaucoup aux politiques aussi, c'est de ne pas avoir connu le privé et d'être de Ouais, suite rentré ouais. dans le gouvernement. Et je pense que c'est très important de Hmm. connaître le privé. On est d'accord. Ok. Tu es franco-marocaine, si je ne me trompe pas? Ouais, Ok. exactement. Mes parents sont marocains. Ouais. Ils ont émigré de façon très différente pour le travail. D'accord. Ils sont venus en France dans les années 70. Ouais. Et donc, je suis la dernière d'une famille de 4 filles. Ok. Voilà, on est 4 filles. Et effectivement, ils m'ont transmis la culture marocaine, mais j'ai Ouais. jamais vraiment vécu au Maroc. Au Maroc, c'est un pays que j'apprécie pour sa Hmm. culture, etc. Mais je suis aussi profondément française. Hmm. Et ça, mes engagements, Tu m'étonnes. voilà. Bon, on en discutera parce qu'effectivement, tu as fait quelques allers-retours au Maroc, dont ce week-end d'ailleurs. Exactement. Et je Tu étais reviens, revenu j'ai ma hier. valise là. C'est ça. Ok, super. Aujourd'hui, finalement, voilà, quel est ton travail au jour le jour? Quel est ton job? Mon job, c'est de créer l'offre de formation aux compétences numériques au sein de l'État. C'est Ok, une offre de formation qui n'existait pas. En gros, ravi de le savoir. ouais, non, mais en fait, aujourd'hui, tu as 50 000 agents dans la fonction publique Ouais. qui est d'État, qui composent la filière numérique. Donc, dans ces agents-là, tu vas avoir des directeurs de programmes numériques, tu vas avoir des développeurs, tu vas avoir Mhm. des coachs produits, enfin vraiment des data scientists, vraiment toutes les compétences numériques qu'il faut avoir pour mener la transformation numérique de l'État. Le constat qu'on a fait, c'est que, un, c'était trop peu. Ouais. 2, comme c'est trop peu, c'est ce qui fait que notre dépense, nos commandes publiques auprès de cabinets de conseil et d'expertise explosent. Ouais, parce qu'ils ont l'expertise. Et 3, en fait, on a des informaticiens de l'État qui appartiennent à des corps qui commencent à partir à la retraite. Et les compétences dont on a besoin, aujourd'hui, dans l'État, il faut aller les chercher auprès de contractuels, Mhm. donc de gens qui ne sont pas forcément fonctionnaires. Or, aujourd'hui, quand tu regardes les grilles de rémunération de la fonction publique, Ouais. on ne rémunère pas à la hauteur du marché. Et donc en fait, depuis quelques années, la direction à laquelle j'appartiens, qui est la direction interministérielle du numérique, on est un service du Premier ministre. On est rattaché directement au Premier ministre et à la ministre du numérique et au ministre de la transformation publique. Ok. On a une triple Ouais. tutelle. En gros, la direction à laquelle j'appartiens depuis quelques années a commencé à investir le sujet des ressources humaines parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pourra pas mener une transformation rapide, efficace du service public et aussi de l'administration en interne sans avoir des ressources qui sont compétentes. Ouais. Et donc, elle a commencé par créer une grille de rémunération qui s'aligne sur les benchmarks, les niveaux de Ouais. rémunération du privé, déjà pour rendre un petit peu les métiers du public plus attractifs. Ça nous a beaucoup aidé. Elle a aussi innové sur le plan contractuel en créant des contrats un peu spéciaux, par exemple des contrats qu'on appelle des contrats d'entrepreneur d'intérêt général. D'accord. Tu viens 1 an dans l'État, tu es payé entre 4 500 € net et 5 500 € net par mois. Et tu viens donner une compétence stratégique pour l'État. Ça peut être une compétence de juriste du numérique, ça peut être une compétence de data scientist, etc. Et ça, ce type de contrat, ça permet à des gens qui ont envie de venir dans le public, Oui. mais qui sont un peu frileux Oui, de pas à s'enfermer. s'engager, Oui. de découvrir pendant 1 an le public en étant bien rémunéré. En fait, on en a recruté plein comme ça. Et donc, moi, précisément, dans tout cet effort RH pour avoir les bonnes compétences Ouais, du numériques, travail. Ouais. voilà, moi, je m'occupe justement de structurer l'offre de formation parce qu'en fait, ces dernières années, on a beaucoup recruté des personnes dans la filière numérique de l'État. Mais en fait, c'était des personnes qui s'auto-formaient, faute Ok. on va dire, d'offres de formation en interne. Oui.
Par ailleurs, quand elles allaient taper à la porte des RH en disant bon, je veux me former à Python, je veux faire telle nouvelle formation, les J'imagine. RH ne comprenaient pas forcément, Ouais. n'avaient pas le jargon numérique. Donc ça, tu as la population qui fait du numérique qui avait une offre de formation insuffisante. Tu as aussi les cadres dirigeants et supérieurs de l'État. En fait, il y en a 25 000 aujourd'hui. Donc, ça va être les directeurs d'administration centrale, les sous-directeurs d'administration. C'est des personnes qui sont brillantes. Néanmoins, la vague du numérique, comme la vague de la transition écologique, Ouais. c'est quand même deux sujets qui sont incontournables. Et aujourd'hui, dans leur formation initiale et même continue, ils sont insuffisamment formés à ces sujets. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, au début du quinquennat du président de la République, il avait demandé à ce que les 25 000 cadres dirigeants et supérieurs de l'État soient formés à la transition écologique. Oui. Et donc, il a demandé à ma direction de faire la même chose pour le numérique. D'accord. Et donc, ça, c'est ma mission, de aussi former ces publics-là, de former tous les décideurs, parce que c'est eux qui tiennent les bourses des administrations, c'est eux qui pensent les politiques publiques. Ça semble logique, oui. Voilà, donc c'est important de les former. Et après, tu as aussi tous les agents publics qui ont vu leur environnement numérique, qui voient toujours leur environnement numérique de travail se transformer. En gros, pendant le Covid, naturellement, confinement oblige, le télétravail a commencé à se populariser dans la fonction publique. Et beaucoup d'agents publics qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec des outils collaboratifs, de travailler à distance aussi, ou en asynchrone, ont dû changer leur pratique de travail. Et donc, ces publics aussi, il faut les accompagner dans cette transformation. Et par exemple, là, tu l'as introduit, on parle d'IA beaucoup. Oui. L'IA, c'est sujet à plein de fantasmes, plein d'opportunités. Et en fait, pour démystifier un peu ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est essentiel de former tous les agents de la fonction publique d'État. Donc aujourd'hui, moi, ma cible, c'est 2,5 millions d'agents publics. Je ne pourrais pas l'atteindre tout de suite. Je suis un peu une start-up dans l'État. Oh, voilà. Ouais, c'est ça, avec le budget qui va avec. Ouais, exactement. On est vraiment une start-up. On a un cadre de travail où on importe les méthodes des start-up. Donc ça, c'est génial. Vraiment, on s'éclate parce qu'on peut tester des produits de formation, itérer dessus, les abandonner. C'est bien ça. Voilà, ça c'est vraiment une top. vision lean, comme on dit. Une vision lean, exactement. Et en plus, on est à l'écoute de besoins. Le fait qu'on soit internalisé dans l'État et qu'on ne soit pas un organisme de formation externe fait qu'on comprend les besoins des agents publics. Et c'est beaucoup plus efficace que d'aller chercher une formation parfois sur étagère sur ces sujets. Et donc là, le sujet de l'IA, par exemple, c'est notre sujet du moment. C'est un peu la priorité sur laquelle on a envie de former. Oui, forcément. Ça avance de manière exponentielle en plus. Donc, exactement. Ok. Petite curiosité avant de passer à la question suivante. Est-ce que tu as le droit de critiquer le président ou de te positionner politiquement? Alors, tu me la poses là dans le cadre de l'interview. C'est important pour la suite. Mais moi, je ne suis pas dans une critique. Non, bien sûr. Non, ouais, je critique pas. Moi, je suis rentrée dans l'État vraiment par conviction et par envie on va dire, engagement pour l'intérêt général et par mes engagements autour de la souveraineté. Bien sûr, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est ça voilà. que tu dis aussi. Ça peut être un gouvernement totalement autre, que ça serait la même chose. Exactement. Mais si tu veux mon avis sur mes sujets, sur le sujet du numérique, je trouve que on est plutôt bien drivé. Alors, il y a plein de choses qui pourraient être beaucoup mieux menées, etc. Mais je trouve que la prise en compte du numérique par le politique aujourd'hui, elle est au rendez-vous. Je pense qu'on pourrait avoir pire. mais je trouve que... Sur les sujets-là, oui. Sur les sujets tu vois, je pense que c'est lors de ces 2 derniers quinquennats, la French Tech, on l'a beaucoup vu, beaucoup entendu. Donc déjà, l'écosystème numérique, on essaye de le porter. Ça, je trouve qu'il y a un vrai élan. On a eu plein de plans de transformation de l'action publique où moi, j'en ai vu les résultats. En fait, je suis arrivée en 2020. Ça, c'est mieux que tu le dises. Mais vraiment, je les ai vus en interne. En fait, souvent, quand j'étais citoyenne et que je n'avais pas un pied dans l'État, je me disais, oh là là, la fonction publique, ça avance lentement, etc. Et en fait, je me rends compte que c'est un gros paquebot. Donc, en fait, un petit effort va donner beaucoup de résultats, mais on ne va pas le voir tout de suite. Parce que le service public, c'est toi quand tu vas à ta mairie, c'est toi quand tu vas, je ne sais pas moi, dans une maison France Service, quand tu vas à la CAF, quand tu es injusticiable et que tu étais face à un tribunal. En fait, il faut se rendre compte que le service public, c'est protéiforme, c'est plein de choses. Et donc, la transformation, tu ne vas pas la vivre dans tout ton parcours de citoyen usager du service public. Tu ne vas pas la vivre à toutes les échelles. Mais si je te donne un exemple très concret, je pense que tu es usager de France Connect. Ouais, bien sûr. Ça t'a changé la vie.
Oui, oui, effectivement. Alors, Voilà, quand il y a pas de problème de connexion, mais voilà, de base, je suis d'accord sur plusieurs entités, du coup, en plus, ouais. voilà. Oui, oui. Donc, tu vois, quand tu es usager du France Connect, ça a permis de faciliter les démarches Ah administratives. bah, oui. Le prélèvement à la source, Ouais. c'est une Ouais, révolution. ça, c'est un peu une Donc, cacophonie, mais une fois que c'est en place, c'est bien. voilà, une fois que Oui, c'est en oui, place, c'est bien. Mais tu vois, faut aussi se comparer à d'autres pays. bien Ça sûr. aussi, maintenant que j'ai un pied dans la fonction publique, je le fais. En fait, je regarde ce que l'OCDE fait sur la comparaison avec d'autres pays. Et franchement, je me rends compte que le sujet est vraiment pris au sérieux. Ouais. Et moi, je ne vais pas blâmer le politique. Aujourd'hui, je ne suis pas, moi, insérée dans la vie politique. Je ne suis pas encartée. Oui, Je n'ai pas d'engagement politique. Mon engagement, il est plus citoyen qu'autre ouais. chose. Je ne sais pas si ça aurait un intérêt que je critique le président de la République, mais en Bah, tout cas, si j'ai des contre-critiques à faire, c'est sur la façon aujourd'hui dont on pourrait performer dans ouais. le service public. Ce serait plutôt des critiques constructives. Mmh. C'est pour ça que enfin, je voulais vraiment t'avoir et j'ai pensé à toi parce que souvent, comme tu dis, il y a les citoyens, il y a les politiques de l'autre Ouais, côté et les politiciens ouais. avec leur langage et leur façon de réfléchir. Et il y a pas de profil hybride comme toi qui va s'exprimer. Enfin, évidemment, beaucoup, beaucoup moins. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir ton retour. Mais ok, bon, on va voir, on va continuer sur les questions. On va commencer gentiment. Est-ce que déjà tu peux définir ce que c'est la souveraineté numérique et pourquoi c'est un sujet central aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui? Waouh! Là, tu me poses une sacrée question. Alors ça, c'est une question facile pour l'instant. Alors, si c'est facile pour toi, waouh! Alors, la souveraineté, bon, C'est un terme qu'on à mon entend de plus en sens, plus ouais, aussi. c'est un terme, tu as raison, c'est un terme qu'on entend de plus en plus et avec des interprétations très différentes de ce qu'est la souveraineté. Oui. Pour moi, la souveraineté, c'est avoir le choix. Pour moi, si je dois définir de façon très simple, la souveraineté, c'est avoir le choix. Maintenant, il faut savoir que moi, de tout mon itinéraire, on va dire, que ce soit dans le secteur de la défense ou du numérique, je me rends compte que la définition de la souveraineté, elle est très différente. Je me souviens avoir lu un papier sur la souveraineté numérique qui définissait sept Ok, grandes familles de définition de la souveraineté numérique. ok, Un papier écrit par un super journaliste qui s'appelle Yerix Denis. ok. Tu iras regarder sur Internet. Il est génial ce papier parce qu'il avait interviewé plein de personnes pour leur poser la question, c'est quoi votre définition de la souveraineté? Et en fait, le spectre de définition, il est très large. Tu en as qui Hmm, sont dans une logique complètement souverainiste, en ouais. réalité. Il faut tout faire tout seul et il faut acheter, faire bleu, blanc, rouge, etc. Oui, d'autosuffisance et d'autoconsommation. Ouais, ouais. Exactement. Tu en as qui sont bon, on n'est pas. Il y a des segments sur lesquels on n'est pas très bon, mais on va créer les Oui, conditions pour l'être. Donc il y a un effort à faire. Et tu en as qui sont soyons honnêtes, il y a des domaines dans lesquels on ne sera jamais bon. Et donc laissons ça oui, aux étrangers. Moi, je me positionne aujourd'hui que ce soit pour la défense ou le numérique, pour moi, la souveraineté pour une organisation, c'est pouvoir avoir le choix. Et donc le choix de se dire, qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je fais tout seul? Qu'est-ce que je sécurise hmm, essentiellement, qui est propre à mon cœur d'activité, à mes enjeux de compétitivité, qui est au cœur de ma stratégie et que j'ai pas envie voilà, de laisser aux mains de hmm, compétiteurs ou autres. Et qu'est-ce que je n'ai pas besoin de faire, qui me coûterait beaucoup à faire aussi, et que je dois déléguer à du secteur privé. Pour moi, c'est ça la souveraineté, c'est avoir ouais. le choix. Et donc c'est comme ça que je l'envisage. Et peut-être au prisme de ce que je fais aujourd'hui, la souveraineté, c'est avoir le choix, c'est aussi avoir la compétence de faire les choix. Oui, dans la définition même de pouvoir faire quelque chose, ça demande un effort et donc c'est la définition de souveraineté. Ouais. Exactement. Ouais. Et en fait, cette compétence, c'est moi ce que je m'évertue à faire au quotidien, c'est délivrer la compétence pour que les agents publics aient le choix. Parce que dans l'ignorance, Hmm, tu as tendance à déléguer, et c'est ce oui, qui s'est passé avec le recours massif au cabinet de conseil. Hein. Voilà, oui, beaucoup de délégations à certains cabinets, avec parfois des catastrophes en matière de transformation numérique, hein, des projets numériques. Si tu lis quelques rapports de la Cour des comptes, tu verras que des projets numériques ont totalement été confiés à des cabinets extérieurs c'est pas par manque de compétences, mais c'est par défaut de ressources aussi. Et quand tu as des défauts de ressources, tu peux pas bien piloter hmm, des cabinets. Et donc, tu as des projets numériques de l'État qui ont coûté beaucoup et qui se sont finalement crachés. Bon, depuis, on a fait du chemin.
Il y Ouais. a quand même il y a de l'audit et du contrôle qui sont faits sur ces projets. On fait pas des projets maintenant à des millions d'euros. On commence petit, on met en place des méthodes agiles pour pouvoir sécuriser l'avancée d'un projet et pas vendre un projet sur 9 ans. Donc il y a vraiment des efforts qui ont été menés au sein de l'État là-dessus. Mais voilà, pour moi, la souveraineté, c'est vraiment avoir le choix. Et pour avoir le choix, il faut avoir les compétences. Et dans le numérique, est-ce que, alors là, c'est la question qui fâche, mais qui est l'argument qu'on ressort tout le temps, c'est vis-à-vis de la data, qui est massivement vendue aux États-Unis, aux GAFAM et ainsi de suite, où tu as voilà, des données qui sont de manière très majoritaire détenues, voire même vendues littéralement, aux Américains. Donc là, il y a la Ouais. question, comme tu dis, par définition d'autonomie et même d'ownership de la data, c'est problématique. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est un peu captif, et là, je parle en tant que citoyenne, Ouais, on est un peu captif de tous ces GAFAM parce que pendant longtemps, c'est eux qui ont occupé l'espace Internet. ouais. C'est eux qui ont créé des modèles économiques géants, mondiaux, Oui, qui c'est nous ont ça. complètement dépassés. Et pourtant, il y avait des voies alternatives, typiquement la voie du libre, etc. Et là, je parle de logiciels, etc. La voie de l'open source, etc. Il y avait des voies alternatives à tous ces modèles économiques qui se sont créés, qui ont avancé, mais qui n'ont pas forcément fait notre fierté nationale. Et donc je pense on est très vite tombé dans la captivité en matière de partage de données. Là, on commence à avoir un regain on va dire, d'engagement sur ces sujets. Tu le vois bien Ouais, avec l'IA, on parle que d'open source. Lors du ouais, sommet IA, on a parlé que de ça, c'est ça. etc. Donc, ces voies alternatives de l'Internet, on commence à en faire une fierté. On se rend compte qu'on est très bon en France et en Europe. Et on a envie d'aller sur ce créneau. Donc, moi, je trouve ça positif que désormais, on se réveille un petit peu, qu'on mette aussi en place un cadre réglementaire pour pouvoir se Tout à fait. prémunir de ça. Mais c'est vrai que ça arrive tard. Ouais. C'est vrai que ça arrive tard. Donc maintenant, comment on fait pour rattraper le retard? Comment on fait? On s'implique, on fait de l'influence, on joue sur la voie réglementaire, mais pas que. Moi, pour moi, il y a la voie réglementaire, c'est bien. Il ne faut pas qu'on devienne des machines à interdire ci ou ça. Il faut Ce qui est le aussi problème. qu'on soit en capacité de se dire bah, notre souveraineté demain, c'est peut-être les infrastructures numériques. Ouais. Donc, comment on en crée, comment on crée des modèles économiques autour de ça, Ouais. comment on rend captif par l'innovation, en fait, aussi. Ouais, ouais, c'est ce que disait Gilbert Réveillon dans l'émission qu'on a tournée ensemble, c'est qu'effectivement, sur plein de sujets, on est bien, mais sur vraiment implémenter le modèle économique, on est très mauvais. Et que même techniquement, les Français, nous, on est dans le futur, on est champion du monde, mais en 2040. Sur le papier, c'est nickel, tout va bien, Ouais. on anticipe le business model, le machin, le truc, sauf que dans la réalité, l'implémentation, il y a niet. Exactement. Et après, voilà, ça se transforme avec le recul sur des palabres et des choses qui auraient pu se faire. Exactement. Donc, bah, en fait, c'est ça, c'est comment on a un peu plus d'audace. Ouais, Comment on crée les conditions pour ceux qui ont de l'audace. ouais. Ça, c'est un vrai sujet, que ce soit sur les aspects, on va dire, facilitation administrative, que ce soit sur les aspects financement, Mmh. que ce soit sur les aspects aussi accès au talent, accès à de la ressource, accès à des terrains, enfin, des infrastructures. Ça, franchement, je pense qu'on a un champ pour être mieux Mmh. et enfin plus compétitif en la matière. Et je dis pas qu'il est inexploité ce champ, mais je pense qu'on peut mieux faire. Oui. Voilà. Donc, alors, le lien se fait facilement avec ma prochaine question, tu l'as légèrement abordé, c'est les fameux défis de la régulation. Alors, notamment sur l'intelligence artificielle, parce que Ouais. là, au-delà de la concurrence, tu es sur une techno qui va beaucoup plus vite que les autres. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la régulation de l'intelligence artificielle, à la fois pour le porteur de projet et l'entrepreneur, mais aussi dans l'implémentation de tous les jours, comparé aux États-Unis, à la Chine et à tous les autres pays? C'est hyper intéressant que tu me poses cette question parce que hier encore, en fait, moi, j'ai fait un programme qui s'appelle Digital Ethics Officer for Public Administration. OK. C'est un programme qui est dédié à l'éthique dans la conduite de projets numériques et Oui. notamment de conduite de projets IA. Et donc, qui a été proposé à plein on va dire, de fonctionnaires, agents publics de plusieurs gouvernements en Europe. Et le message qui nous était passé, on a un peu étudié ces sujets de régulation, et notamment l'AIA Act,
Hmm. l'AIA Act qui va s'imposer aussi aux administrations et aux entreprises. Euh, le choix que la France fait et que l'Europe fait, c'est de porter un regard éthique avant tout. Je pense Oui, qu'avant la régulation, ouais, c'est de se dire, face à l'IA qui arrive et aux projets fous qui peuvent être mis en avant, même des projets qui peuvent sembler être de la science-fiction, mais qui en réalité vont devenir réalité, face à l'enjeu de protection des données, face en fait à tout ce qu'on a pu sécuriser en matière de liberté aussi en Europe, etc. Comment on se positionne par rapport à cette technologie. Et donc, moi, je trouve ça bien quand même que, en fait, en Europe, on se soit saisi on va dire, du volet réglementaire autour de l'intelligence artificielle par le prisme de l'éthique, parce que ouais, ça permet de nous positionner et de dire, voilà, nous, on veut garantir la liberté, la sécurité des données, on veut garantir un certain nombre de choses aux citoyens. Et donc, c'est dans ce cadre que vous pouvez déployer, innover en matière d'intelligence artificielle. Donc, moi, je trouve que la régulation, c'est bien. La régulation, c'est aussi... Pourquoi on régule maintenant? Pourquoi on régule aux prémices? On régule aux oui, prémices parce qu'on a raté pas mal de virages oui, dans le oui, numérique. Donc, je trouve ça bien aussi qu'on impose, comme les États-Unis l'ont fait avec le oui. Ouais. Cloud Act, pardon, ou d'autres instruments législatifs ou réglementaires. Je trouve ça bien que nous, on arrive un peu en amont sur ces sujets. Maintenant, le sujet, c'est comment, dans ce cadre-là, on peut innover, on n'est pas trop contraint. Ça, moi, en échangeant avec plein d'entrepreneurs, c'est vrai que ils se sont posé la question de jusqu'où on va, jusqu'où on va. Qui fait la loi? Qui pousse les Ouais. lois? Qui pousse la réglementation? Moi, je te donne un petit peu dans l'itinéraire que j'ai eu dans la fonction publique. Je me suis rendu compte que quand la loi était pensée par des services de l'État ou à Bruxelles ou ailleurs, on n'impliquait pas beaucoup ou trop peu les acteurs du monde économique. Ouais. Je pense que pour l'AIA Act, ça a été fait, mais auparavant, c'était pas trop le cas. Et avant, je te donne un exemple, je bossais dans un think tank dédié au DRH. Donc Ok, avant le conseil, d'accord. j'étais directrice des opérations dans un think tank dédié au DRH. Et donc, D'accord. je travaillais en gros, sur des études dédiées à la prospective RH, Mhm. à l'innovation RH. Et donc, j'y étais pendant que le RGPD Ouais. a été mis en place. Rends-toi compte que pour des Ah, DRH, toi, t'as eu toutes l'arrivée... les actualités à chaque fois, t'étais en Ah, plein dedans, mais ouais. c'était génial. C'était génial. Rends-toi compte que pour un DRH, la mise en place du RGPD, ça a totalement bouleversé sa façon de conduire des RH, Hmm. de conduire une gestion des RH dans son organisation. Et donc, tu vois, le constat qui a été fait, c'est en tant que DRH, on doit appliquer ce cadre-là aujourd'hui européen, le règlement pour la protection des données, etc. Mais voilà, ça arrive et on doit s'adapter. On n'a pas forcément été accompagné, pas forcément été consulté, etc. Je trouve que pour l'AIA Act, on n'a pas reproduit cette erreur, D'accord, bien au c'est intéressant. contraire. Ok. Non, il y a eu quand même beaucoup de consultations. Après, je pense qu'il aurait aussi fallu, enfin, on aurait dû consulter pas que les entreprises, les associations, les usagers, parce qu'en fait, c'est les consommateurs qui Oui, doivent oui, aussi oui. rendre compte de la façon dont ils aimeraient utiliser des IA, de la façon dont ils aimeraient que leurs données soient exploitées, etc. Et ça, je pense qu'il aurait fallu peut-être un grand débat national sur ce sujet. Ok. Euh, alors, je veux bien ton avis. Tu as fait la comparaison avec le RGPD. Là, je vais te faire la comparaison avec les cryptos, où effectivement, par exemple, en 2020, 2021, voilà, début du PSAN, on va faire Mm. loi de finances, loi Pacte, et on avait vraiment un petit peu d'avance sur le marché, notamment sur la régulation. On avait véritablement de l'avance par rapport aux Américains qui étaient encore dans le flou. Ouais. L'Europe avait pris un petit peu d'avance sur le sujet, justement, pour pouvoir mettre un cadre légal et surtout qui est clair. Ce qui a été fait, sauf qu'avec le recul, les Ricains, du coup, nous ont dépassé sur beaucoup de choses d'un point de vue innovation. Et alors certains nous ont demandé conseil à la France, parce qu'effectivement, pour mettre un cadre légal sur le Web3, sur les cryptos, ce qui était très bien. Mais on s'est quand même fait dépasser, malgré une avance qu'on avait qui était due à la régulation. Est-ce que tu penses que ça peut pas avoir le même effet dans le sens de, ok, bon, on prend de l'avance, cette fois on est là au début, mais quand même la régulation, avec la fameuse phrase de les Chinois ils copient, les Américains ils innovent, et l'Europe ils régule quoi.
Parce que la régulation, ça suffit pas. Ouais. La souveraineté, c'est Ouais, plein j'ai l'impression que d'instruments. ça, on finit, on régule, c'est bon. Bah, c'est ça. En fait, la souveraineté, c'est plein d'instruments. Ça va être la régulation, ça va être la voie normative aussi, Ouais. ça va être la formation. En fait, il faut agir sur tous ces leviers. Et c'est vrai que, tu vois, typiquement, la crypto, moi, j'ai pas, enfin, c'est un monde que je connais pas bien. Moi, j'ai Hmm. commencé à le connaître à travers on va dire, des missions que je faisais au sein de l'État autour de l'usage de la blockchain dans le service Ouais. public. Et donc, j'ai commencé à côtoyer des personnes qui travaillent sur la blockchain et par extension sur la crypto pour pouvoir venir nourrir la réflexion publique sur ce sujet. La crypto, aujourd'hui, c'était... et ça, le reste, pour moi, c'est un monde d'initiés. Hmm. C'est pas... Tu vois, il y a un vrai enjeu de formation autour de la Ouais, crypto, sûr. de popularisation de ce qu'est la crypto. Et ça, je sais pas si c'est le boulot de l'industrie de la crypto ou si c'est le boulot de l'État. L'État a régulé, mais je sais pas si c'est son travail de former à ça. Mais il y avait un vrai enjeu de formation. Et pourquoi les États-Unis nous dépassent aujourd'hui? Je pense que c'est parce que on évolue en cercle fermé aujourd'hui en France sur ce Hmm. sujet. Et voilà, je le vois. Enfin, c'est tout un écosystème. C'est des personnes qui se connaissent, qui sont formées, qui sont initiées, mais ça n'a pas encore pénétré le grand public, ce Oui, sujet. si tu compares, enfin, l'actualité Voilà. 2025 politique américaine a été quand même assez soutenue, mais sur la partie crypto, Trump, c'était open bar, hein. C'est vous faites ce que vous Exactement. voulez, taxation, on passe à Exactement. zéro. Lui-même a fait de la crypto. Exactement. Donc il y a un gap quand même. Exactement. Et tu vois, des décideurs publics ou politiques qui font de la crypto, j'en connais Oui, très peu. et justement, c'est une question que j'avais posée à notre dernier invité. On s'était amusé à voir qui comprenait vraiment dans les politiques français la crypto et qui avait proposé quelque chose. Et au mois de mars, où justement il y avait François Hollande, Marine Le Pen, qui dans la même semaine avaient pris des consulting crypto auprès de particuliers, et le ou la seule personne politique qui avait fait une proposition, c'était Sarah Knafo, Mm. sur, pareil, copier-coller des Américains finalement, et un peu, on regarde ce qu'ils font, on fait pareil, Ouais. sur réserve fédérale de Bitcoin, voilà, la taxation on enlève, et ce genre de trucs. Bah, là, tu pointes quelque chose d'assez flagrant en France. Oui, Dans tout le champ numérique, j'inclus les cryptos dedans, ouais, même ouais, si c'est à cheval entre la finance et le numérique. Dans tout le champ numérique, à mon sens, il faut élever les compétences des politiques. Il ouais. faut que les politiques se saisissent du sujet parce que ce soit dans les deux assemblées, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée nationale, pardon, que ce Oui. soit dans l'État, que ce soit dans les politiques des partis politiques, à mon sens, il y a encore un gros gap que je constate, que les personnes qui sont engagées dans ces milieux-là et que je côtoie au quotidien constatent aussi. Donc, pour moi, c'est essentiel de former. Et c'est là où je te posais la question, en fait, qui doit former? Est-ce que c'est les industries qui doivent se dire, bon, on fait de ces acteurs-là nos alliés, et du coup, on va Ouais. créer les conditions pour les former? Moi, j'en connais plein des boîtes d'IA qui se sont dit, bon, ben, on va aller passer une journée à l'Assemblée, on va former tout le monde à l'IA. Ouais. Et parce qu'ils ont pris à cœur cette mission, ils se rendent compte que plus ils auront de personnes, de décideurs politiques acculturés et de faiseurs de lois acculturés, plus ils auront des gens de leur côté et Hmm. en soutien de leur industrie. Ou est-ce que c'est à l'État de le faire? Je pense qu'on a beaucoup de choses à faire au sein de l'État. Mais on s'était dit, enfin, quand je dis on avait eu la réflexion avec quelques entrepreneurs crypto, parce que le microcosme est relativement petit en plus. On s'était dit exactement la même chose, c'est qu'on va au gouvernement et on forme même gratos. Bah ouais. Ouais. Mais il faut, enfin, il y a tellement un décalage que non, on le fait avec plaisir. Nous, on peut communiquer dessus, il n'y a pas de souci. Mais Bah, bon, venez quand vous voulez, hein. Moi, tu sais que depuis que j'ai créé le campus, tous mes potes qui ont des boîtes ouais, en IA, je les ai fait passer. bah, Et pas que l'IA, hein. ça, c'est bien. Voilà, pas que l'IA, il y a le quantique, il y a plein de Ouais, choses. ouais, En fait, on leur offre une tribune aussi pour montrer ce qu'ils font. Ça a un gros intérêt, tu vois. Là, il y avait un événement la semaine dernière qui s'appelle le France Digital Day. mm, Donc, c'est France Digital qui, tous les ans, fait un événement pour mettre en avant l'écosystème startup français. On y a emmené le top 200 de l'État. ok. Tous les ans, ils ont un ticket, on les emmène pour qu'ils découvrent l'écosystème, pour qu'ils comprennent comment fonctionnent les startups, c'est quoi les produits du moment, les tendances du moment. Et moi, cette interaction publique-privée, j'y tiens. Mhm. Je te dis pas que tout le monde y est acquis, hein. Moi, quand j'ai créé le campus et que j'ai dit, on va leur faire des learning expeditions chez Google, autant te dire que tu as plein de personnes qui m'ont dit, tu ne vas jamais faire ça. J'ai Ah dit, ouais, si, je vais le faire parce qu'en fait, il faut les emmener voir les meilleurs ouais. pour qu'ils comprennent Et tu l'as fait. où on en est. Et je l'ai fait. Ok.
Et on a Bravo. assisté à des scènes Bah, tu dois avoir exceptionnelles des trucs incroyables. où tu as du top 200 de l'État qui débat avec des décideurs de Google. Hmm. En plus, des top 200 de l'État, des dirigeants qui travaillent sur des politiques publiques qui sont des politiques de régulation qui concernent Ouais. Google précisément. Donc en fait, ces moments-là, il faut les créer. Donc moi de par mon parcours public privé, je suis convaincue qu'il faut le faire. Je te dis pas que j'ai pas eu des résistances en interne, Ouais, tu mais je l'ai m'étonnes. fait quand même et je vais poursuivre. Je veux vraiment que Ok, ces décideurs rencontrent des GAFAM, rencontrent des startups, rencontrent bien sûr. des acteurs de la crypto, rencontrent des assos aussi. Ouais. On a emmené des directeurs d'administration centrale passer 3 heures avec des retraités pour leur aider à créer leur compte Amélie, tu vois. Mais en fait, pour qu'ils se rendent compte que quand on mène la transformation numérique de l'État et qu'on déploie du service Ouais. public, tu as aussi des gens qui sont marginalisés, tu as aussi des retraités qui n'ont pas forcément Bah, ça, c'est... la Quand capacité. tu y parles, ça semble tellement logique et évident, mais Ouais, bon, c'est pas qu'on s'en fout, mais il faut qu'ils le personne voient. n'aborde le sujet. Mais il faut qu'ils le voient. Ouais. Et donc voilà, moi je pense que c'est aussi aux industries de prendre cette responsabilité. Alors c'est un effort supplémentaire qu'on leur demande, mais si demain on veut gagner, et si demain on veut une pleine souveraineté, et Hmm. si demain on veut avoir le choix, en fait c'est un effort collectif, quoi. Là-dessus, Bah, il y a là-dessus, plusieurs fractures déjà de base, ouais, générationnelles. oui, Et dans les dernières émissions, j'avais dit que c'est la première fois de l'histoire où, quand tu nais dans le monde, tu ne meurs pas dans le même. exactement, C'est-à-dire que toute exactement. l'histoire, les grands-parents, il y a eu des guerres, des machins, Ouais, évidemment encore plus avant, il y avait des innovations, mais c'était lent, c'était linéaire. Mais maintenant, tu as 2-3 disruptions, et plus ça avance, plus c'est rapide. Donc tu exactement, nais, même encore aujourd'hui, s'ils vont, voilà, ils vont décéder en 2100, ce sera aucun rapport. exactement. Donc tu peux pas trop poser sur je continue de faire ce que je fais, comme si c'était le cycle paradigmatique précédent, quoi. Ouais, ouais. Ah, mais et la transition, c'est super ce que tu dis, parce qu'en fait, le sujet, c'est est-ce qu'on est tout le temps dans une forme de rattrapage Hmm. des compétences qu'on doit Oui, avoir, ou est-ce que maintenant, il faut pas juste apprendre à apprendre, apprendre à, en fait, à s'adapter. En fait, je pense que c'est ça la méta-compétence de demain, ouais. il faut apprendre à apprendre, il faut en fait faire le constat que le monde n'est pas figé, et que de toute façon, il y a plein de choses qui vont venir changer nos façons de faire, de consommer, de travailler, de... Bah, là où c'est compliqué, c'est que par définition, les institutions n'ont pas été inventées et créées pour. Et j'inclus l'école aussi, les médias. Je sais. Donc c'est ça le point névralgique et le nerf de la guerre. Et c'est tout l'enjeu de la transformation du service public. Ouais. Et tu as raison, l'école n'a pas été créée pour. En fait, toutes ces institutions-là, c'est des institutions envers lesquelles on se repose en temps de crise, qui incarnent la stabilité, etc. Donc, le changement, par nature, n'est pas forcément dans Hmm. leur ADN. Quand bien même, il y a des principes du service public. Par exemple, dans le service public, tu as un grand principe qui s'appelle le principe de mutabilité. Ok. C'est-à-dire que le service public doit s'adapter aux nouvelles attentes des usagers et aux nouvelles façons de faire usage du service public. Donc, on a cet enjeu de transformation. Mais changer aussi vite qu'on change maintenant Oui. avec le numérique, c'est pas dans l'ADN du service public. Et c'est ça qu'il faut changer, à mon sens. Faut rendre le service public un peu plus agile, un peu plus adaptable, et donc revoir les formations continues, mais aussi initiales de tous ceux qui composent le service public, quoi. Courage. C'est mon combat. Oui, Écoute, oui, non, bah, il est très j'essaie. très beau. Non, mais sincèrement, à ta place, j'adorerais aussi, je pense, ce que tu fais. Ouais, Ça, c'est le fait d'enseigner, c'est peut-être ce que je préfère. Donc, c'est aussi ouais, pour ça que j'ai gardé mon écosystème, et que ce soit via le coaching, le conseil ou pur, c'est ce que je préfère. Mais là, tu es dans une position pas évidente non plus. ouais, clairement. Alors, après avoir parlé IA, crypto, même quantique, est-ce que toi, tu es investisseur? Investisseur crypto, tech, private equity? Eh ben non. Et ouais. Et non. Je connais plein d'investisseurs. J'ai Ouais, même oui, presque bah, que oui, ça. voilà. J'ai même des amis qui ont monté des fonds dans la Oui, dans défense. ton réseau, j'imagine, c'est Non, et normal. vraiment, j'ai que ça, mais non. Pas Alors, bien. le constat que je fais, c'est que je manque d'éducation financière. Ok. Donc ça, enfin, j'ai pas fait d'études de finance, j'ai Ouais. pas d'entourage d'entourage, de famille qui était dans des logiques d'investissement. Donc ça, mon manque d'éducation financière et mon manque d'appétence au risque. Enfin, je crois pas que je crois pas que je sois averse au risque, mais le risque financier, je le mesure tellement pas
Oui, que tu maîtrises pas les paramètres. je ne maîtrise pas les paramètres, donc non, je ne suis pas investisseuse. Ok, Mais j'aimerais bien. ok. Voilà, Et c'est quoi qui te manque? C'est la connaissance, c'est vraiment de c'est la connaissance. maîtriser, que ça soit Ouais. limpide pour toi. Je veux savoir où je mets les pieds. Ok. Pour intégrer notre accompagnement haut de gamme de conseils en investissement et rejoindre notre écosystème d'opportunités alternatives, vous trouverez un lien dans la description. Nous sélectionnons des opportunités solides, ancrées dans l'économie réelle et selon des critères exigeants. Innovation utile, éthique et durable, et de souveraineté, qu'elle soit économique, industrielle, monétaire, énergétique ou alimentaire. Rejoignez-nous dès maintenant et travaillons ensemble. Ouais. Ok, tu as un profil bleu, tu as besoin de comprendre le comment, quoi. Eh ben, figure-toi que mon profil n'est pas bleu Ok. initialement, mais là-dessus, c'est bleu. Oui, oui, Non, j'ai ok. pas, j'ai un profil jaune, moi. J'ai un Oui, bah profil jaune. oui, vu ton taf, connecté avec les gens, oui, t'es... Mais là, c'est tellement inconnu et tellement éloigné de mes sujets en propre que moi, j'ai besoin de comprendre, au moins d'avoir une couche de base de connaissances. Hmm. Mais Et voilà, tu penses pas j'échange. l'avoir, quand même. Parce que t'as pas besoin de... Enfin, là, je me mets à ta place, parce que tu comprends les tenants, les aboutissants, les objectifs derrière les objectifs, t'es en plein dedans. Ouais, Ouais, je te dis pas d'investir, je sais pas, de faire du trading sur le forex, mais tu comprends la thématique, c'est dans les tendances, toi. C'est là où finalement où se fait les meilleurs investissements et l'enrichissement, c'est de ouais. maîtriser la tendance avant qu'elle arrive. C'est pas de, faut pas que tu maîtrises 95% de la data pour te lancer, toi. Bah, alors c'est peut-être pas, t'as raison, c'est peut-être pas mon manque de connaissance du secteur ou des tendances, c'est plus le manque de connaissance des instruments d'investissement. Ok. Et ça, c'est pour ça que je te dis, en ce sens que je manque d'éducation financière là-dessus. Peut-être parce que j'ai mal été conseillée aussi. Mhm. J'ai mal été accompagnée, je pense, Ouais. au début de ma carrière où j'ai eu des banquiers, des gestionnaires de patrimoine qui m'ont pas, en fait, qui m'ont pas donné la connaissance et qui ont géré mon argent. Alors, pas n'importe comment, mais qui l'ont géré sans que ça m'ait apporté plus que ça. Oui. Donc c'est pas, j'ai pas un désintérêt sur le sujet, mais je préfère vraiment comprendre avant vraiment de me lancer. Ok. Voilà, C'est tout à ton honneur. je fonctionne comme ça. Genre, Mais voilà, si en tout cas tu veux investir dans ces domaines, on est là. je sais. Pour ceux qui... Alors, je crois que tu suis les stories, peut-être de près ou de loin, mais voilà, pour Ouais. même ceux qui veulent investir, on a encore des deals dans l'IA actuellement. On enregistre, on est fin septembre, hein, si vous regardez la vidéo dans longtemps. Ce sera peut-être plus d'actualité. Au Maroc, évidemment, on en reparlera, mais plusieurs deals au Maroc. Il y a beaucoup de choses dans notre vision de l'investissement qui est un peu atypique, Excellent. de pouvoir faire ce qu'il faut dans les thématiques là. Ok, bon, je note un point en moins pour On Gryffondor, s'appelle mais plus tard. c'est ça. Alors, j'enchaîne sur la question suivante qui est plus de manière macro, qui ne te concerne pas d'un point de vue personnel. C'est plus dans tu as abordé tout à l'heure le sujet, mais sur l'investissement privé et public. Ouais. Dans ces thématiques-là, il y a eu la petite polémique de Emmanuel Macron au début d'année qui avait lancé le chiffre de 109 milliards investis dans l'IA en France, même si plus de la moitié vient de fonds étrangers. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu vois la chose sur le financement de ces sujets-là? Moi, je trouve ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a beaucoup d'instruments de Ok. financement de la tech et de l'innovation. Alors, je te dis ça, je suis pas investisseuse, mais j'ai été investisseuse publique. Ok, Ça, faut le dire. ça- Pendant le plan de relance, donc juste après le Covid, il y a eu un plan de relance de la France ouais. et il y a eu un volet numérique. Oui. Donc, mon équipe, à l'époque, l'équipe de consultants internes dont je te parlais, a piloté le fonds Innovation et Transformation numérique de l'État. Donc, c'était un fonds de 392 millions d'euros Ok. qu'on distribuait à des administrations qui présentaient des projets. Donc, on instruisait les projets, etc. Lorsque j'ai instruit plein de projets qui venaient de partout en France, de services déconcentrés, d'administration centrale, de tous les ministères. Donc, j'ai vu que déjà, il y avait une marche vers le changement, en tout cas dans le secteur public. Certains guichets qui étaient dédiés aussi à des acteurs de l'écosystème privé. Donc, j'ai vu qu'on avait à la fois des fonds, qu'on avait aussi l'envie de distribuer de l'argent et de faire en sorte que des acteurs se saisissent de la transfo, etc. Ce dont j'ai manqué quand j'étais investisseuse publique, ça a été de vision à long terme, de ce que l'on voulait faire du numérique et de la tech en France. Et ça, je pense qu'on manque d'un narratif en France aujourd'hui. On manque d'un narratif pour pouvoir guider les investissements, en tout cas les investissements publics.
Intéressant. Ouais. Ouais, ça, je trouve que j'en ai vraiment manqué. Après, donc, moi, Bon, où tu as mis l'argent, du coup? dans des super projets. Ok. Franchement, il y a eu des super projets. Il y a eu des projets de reconversion. Alors, donc, déjà, il y avait des projets très tech, expérimentation de l'IA. On était bien avant, Ah oui, là, en avant 2020. la vague de l'IA qui était plutôt Voilà. fin 2023. Ça a Exactement. On commencé était grand bien avant public. ça. Mais du coup, on avait par exemple des fonds pour expérimenter des nouvelles technologies Ok. dans lesquelles on mettait l'IA. On avait un guichet sur le cloud, des guichets qui étaient relatifs à la data. Ok. Mais vraiment, l'idée, c'était vraiment d'accélérer la transformation numérique du service public et aussi en s'appuyant sur l'écosystème privé. Hmm. Donc non, moi j'ai vu que de l'argent a été distribué, plein de projets ont été menés. Il y a eu des sujets RH. C'est comme ça qu'on a commencé à voir qu'il y avait un sujet sur les RH et qu'il fallait investir davantage. Par exemple, des administrations qui venaient nous dire, nous, dans nos administrations, on a des métiers qui disparaissent. Ouais. Et en fait, on aimerait bien reconvertir les gens pour qu'ils viennent remplir les rangs de la tech et des équipes numériques. Donc, on a financé ce genre de choses. Donc, oui, il y a un élan. Il y a un élan qui est porté aussi par les fonds France 2030, un élan qui est porté par tout ce que fait la BPI. Donc, dans le public et le parapublic, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activités, d'investissements, etc. Et pareil, lors du sommet IA, tu disais le fonds de plus de 100 milliards d'euros qui a été annoncé. Je trouve que la France se saisit bien des enjeux d'investissement. Maintenant, on a, comme tu l'as bien dit, on n'est pas à la hauteur des États-Unis ou d'autres pays. On revient de loin. On revient de plusieurs années où on a un peu mis de côté ces sujets au profit de la régulation, au profit de plein de choses. Maintenant, on se rend compte que les instruments de la souveraineté, c'est les financements aussi. Et c'est tout ce que je te disais, c'est la formation, c'est plein de choses. Et donc, on commence à activer ces éléments-là. Donc, moi, je trouve qu'on progresse, mais qu'on a un retard à rattraper. Voilà. Ok. Merci pour cette franchise. Dernière question sur cette première émission, parce qu'on va en faire 2 pour ceux qui voudront aller un peu plus loin. Un peu plus de projection, de prospective. Certains utilisent le terme de grand remplacement tech par rapport à l'IA, justement. Il y a des chiffres qui sont donnés, voilà, dans 5 ans, ça va remplacer 80% des métiers. L'intelligence humaine, ça va remplacer l'intelligence humaine, ça va remplacer des cultures. Comment tu vois, toi, l'intelligence artificielle à la fin de la décennie? C'est pas en 2050, mais vraiment en 2030. Déjà, comment tu vois l'évolution même? Je sais pas si tu t'es intéressé vraiment à la partie ingénierie. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Moi, je la vois plus au prisme de l'humain. Qu'est-ce que l'humain va devenir avec les IA? Et ça, c'est une vraie préoccupation. Tout à l'heure, je te disais que l'IA nourrit pas mal de fantasmes, mais c'est pour ça qu'il faut aussi démystifier. Je le vois dans la fonction publique, je le vois dans la société, je le vois un peu partout. Tu as des gens qui flippent. Oui. Voilà, tu as des gens qui flippent et qui disent l'IA va remplacer mon métier. Tu as des gens qui flippent pas, qui disent je vais embrasser la vague IA pour pouvoir ne pas être has-been. Moi, comment je vois l'avenir? Sur certains métiers, je pense qu'effectivement, des métiers où il y a des actes administratifs, une lourdeur bureaucratique qui est lourde, l'IA va permettre de faire des gains de productivité énormes. Donc, on va devoir se poser la question de que deviennent les professionnels de ces métiers-là. Je te donne un exemple très concret qui est propre au public, la justice. À la justice, tu as des greffiers, tu as des magistrats. Quand tu vas dans le bureau d'un greffier, tu vois bien qu'il a pas mal de paperasse. Aujourd'hui, l'IA, ça va permettre de faciliter son travail. Donc, comment on repositionne la posture du greffier ou la posture de magistrat dans tout ça? L'IA ne fera pas de bout en bout son taf. On ne va pas demander à une IA de rendre un jugement ou quoi que ce soit. Donc, on aura besoin, je pense, de professionnels. Des fois, ça pourrait être plus juste, mais c'est un autre débat. mais on aura besoin, je pense, de professionnels qui sont des professionnels augmentés, mais dans la connaissance qu'ils ont de leur thématique. Tout à fait. Je te donne un exemple très concret que tu dois voir toi aussi. La semaine dernière, on échangeait avec des acteurs du no-code sur le vibe coding, sur en fait la vibe coding, tous ces codeurs, ces développeurs, ces programmeurs qui utilisent l'IA comme compagnon pour pouvoir créer du code. Et aujourd'hui, ça en fait pas, ça n'a pas remplacé les codeurs. Non, ça fait que les développeurs sont davantage attentifs à la façon dont le code est fait, sont plus dans une posture de vérification, mais pour vérifier, il faut être très connaisseur. Il faut être plus connaisseur qu'une simple personne qui développe. Donc, en fait, moi, je pense que l'IA va nous amener
à être dans une logique d'apprentissage massif. Pas forcément de remplacement, juste de repositionnement. Après, je pense aussi qu'on est dans une logique un peu de destruction créatrice. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, l'IA va détruire certains métiers, mais il va en créer tellement d'autres. Ouais. Il y a des activités auxquelles on ne pensait pas il y a 25 ans avant l'arrivée d'Internet massive. Et aujourd'hui, tu as des métiers qui sont des purs produits Mhm. du web et d'Internet. Donc, je pense que l'IA va aussi créer énormément de choses. Donc moi, je suis pas dans une logique de l'IA va grand remplacer. L'IA va transformer, Mhm. l'IA va reconfigurer, mais pas grand remplacer. On restera, je pense, des acteurs qui innovent, qui créent, parce que c'est le propre de l'humain, en fait. Tout à fait, oui. Oui, oui, même si tu regardes d'un prisme vraiment optimiste, tu peux me dire que finalement, les métiers qui vont être remplacés, ça va être les métiers contraignants, que ça soit d'un Ouais, point de vue ouais, intellectuel très rébarbatif, voire même physique. ouais. Tu couples l'IA avec de la robotique, il y a plein de métiers qui disparaissent, qui n'apportent zéro valeur. Et toi, en tant qu'être humain, tu n'as pas été créé pour faire ça, quoi. Exactement, Et exactement. tu te concentres, comme tu dis, sur des choses qui sont purement dues à l'être humain, Ouais. créées, imaginées, aimées, même si je vais aller un peu plus loin, grâce à l'outil. Exactement. Et tu vois, on entre, tu vois, tout ça, il faut le penser aussi au prisme démographique. Ouais. On entre dans une ère où la population en Europe est vieillissante. On aura moins de gens Ouais. qui composeront la Oui, population c'est ça. active. Et donc, et il y a aussi plein de métiers qui vont reprendre de la valeur, les métiers du care. Donc, je pense qu'il va y Tant mieux. avoir beaucoup de travail dans certains domaines. Et donc, un repositionnement, peut-être que les métiers de bureau et le secteur tertiaire vont plus fonctionner comme Ouais, avant. c'est évident. Donc, tu vois, je suis pas effrayée. Moi, je pense que ça va être une recomposition de l'économie, pas forcément un grand remplacement. Oui, après le problème, utiliser ce terme pour les gens qui n'en sont pas conscients. Là, effectivement, tu peux te faire remplacer si du jour au C'est lendemain, vrai. tu vois pas le truc venir. C'est vrai. Et tu dis, ah bah merde, C'est vrai. effectivement, je me suis fait virer. Mais c'est là où il faut apprendre aux gens à ne pas. Enfin, faut faire passer des messages assez rassurants aux salariés dans les organisations, aux agents publics. Et en fait, faut pas être fataliste. Je pense que face à l'IA, effectivement, demain, en fait, faut se dire que demain, effectivement, les métiers qui sont très portés par la bureaucratie et l'administratif sont à risque. Ouais. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. On fera pas. Faut accepter de changer, en fait. Faut accepter de changer. Donc cette acceptabilité, il faut créer les conditions pour que les salariés et les agents publics l'aient. Et aussi, on est dans. Et tu as dû le voir, toi, dans ton entourage, et peut-être que toi aussi, tu t'es reconverti. Moi, en tout cas, j'ai fait plein de métiers différents. On est dans des sociétés où on ne va pas faire le même métier toute notre vie. Et ça, oui. toutes les études le montrent. Donc, il va aussi falloir se dire bon, bah, c'est normal de se reconvertir et c'est pas grave. C'est pas grave. Bien au Normal, contraire. au contraire, ça sera la normalité, mais ça, nos parents ne le comprennent pas. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. Moi, je crois que ma mère n'arrive pas Moi, déjà, à elle a suivre. peut-être même pas suivi. Ouais, n'arrive plus à suivre quel métier j'ai eu dans ma vie, donc j'ai abandonné. Voilà. Ça sera très hybride et très changeant. Ouais. Exactement. Ok. Bah, merci beaucoup pour cette conclusion. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin sur cette première émission, plus tech, administration et intelligence artificielle? Si tu as quelque chose à partager, que ce soit une ressource, un conseil ou autre, je te laisse le mot de la fin. Formez-vous. Formez-vous. Il y a plein de, non, en fait, il y a plein de ressources gratuites à votre disposition. Il y a des MOOC qui ont été faits il y a des années pour comprendre comment fonctionnent les IA. Il y a des formations à l'IA no code. Il y a plein de choses qui existent en ligne. Formez-vous un J'ai vu que tu maximum. avais posté un format long, je sais pas, masterclass ou atelier sur l'IA. Je crois que tu avais mis. Ouais. Exactement. J'en ai fait une pour Bercy. Mais vraiment, formez-vous. Aujourd'hui, on a plein de capacités de s'informer. Et surtout, mettez les mains dans le cambouis. Parce que ça, comprendre ce que c'est l'IA, les conséquences, etc., c'est super. Mais par contre, savoir comment ça fonctionne, comment c'est utile dans notre quotidien, c'est encore mieux. Donc, surtout, n'hésitez pas à y aller, en fait. Voilà. C'est le seul message que j'aimerais Ouais, je partager. valide. Ok, très bien. Merci encore pour Merci cette à première toi. émission, pour ton temps. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci.